Alors, l'intercommunalité a beaucoup évolué, notamment depuis 2010. Certes, on pense notamment au transfert de compétences avec la loi NOTRe, mais également dans leur structuration. On voit bien qu'il y a eu sur les collectivités de manière générale des fusions de régions. Il y a eu également des fusions de départements, le Haut-Rhin, le Bas-Rhin, qui notamment n'a pas donné un nouveau département, mais une collectivité européenne. Et au niveau du bloc communal également, il y a eu beaucoup d'évolutions. Création de métropoles, notamment avec des métropoles qui sont sur le modèle lyonnais, donc très intégré, avec suffrage universel en 2020, mais aussi des métropoles qui ont discuté, 6 d'entre elles, avec le gouvernement en 2018 pour être sur ce modèle plutôt de métropole-département, et puis des métropoles qui sont en dehors. Donc finalement, pour un même niveau d'intercommunalité, finalement des différences. On voit également aussi une évolution sur les communes-communautés, les communes nouvelles. Et donc ça va impacter le suffrage de 2020, mais pas tant pour le citoyen qui est encore très éloigné de ces problématiques-là, c'est un sujet finalement d'experts, mais plutôt pour les candidats qui vont porter des programmes qui certes seront pour la plupart centrés sur des projets communaux, mais également qui devront prendre en compte des projets, des actions au niveau intercommunal. Et il faudra qu'ils parlent vrai aussi, c'est-à-dire qu'il faudra qu'ils expliquent aux citoyens et électeurs que certaines actions ne pourront être menées que dans le cadre d'un partage avec les autres membres de l'intercommunalité. Et c'est ce qui, à mon avis, sera le point fort et l'enjeu de ce scrutin, c'est-à-dire de la transparence sur le programme, sur les engagements. On ne pourra pas tout mener, mais il faudra partager en tout cas sa vision des choses et il faudra le porter au niveau intercommunal. C'est ça, à mon avis, qui sera le plus important pour 2020. Et on le voit avec notamment le mouvement des Gilets jaunes, cette nécessité pour le citoyen d'avoir en face des candidats qui parlent vrai. Alors, être un directeur général mutualisé, ça peut être un atout, effectivement, puisque ça nous permet d'avoir un meilleur dialogue avec les communes, puisqu'on sait finalement ce que vivent dans la réalité les communes membres au quotidien. C'est également le cas pour effectivement des services mutualisés, notamment des services support. Je pense que ça, c'est important. C'est le cas, par exemple, sur la ville d'Agen et l'agglomération, où on a pu mutualiser l'ensemble de nos services et on a pu répondre peut-être de manière plus efficace aux besoins des citoyens. Je pense par exemple au service de collecte des ordures ménagères qui est un service intercommunal et qui aujourd'hui parle au quotidien avec le service propreté qui était une compétence de la ville. Donc c'est intéressant. C'est intéressant également d'avoir mutualisé certaines prestations de services comme par exemple la police de l'urbanisme, où finalement, pour l'ensemble des communes membres, nous proposons un service un peu à la carte. Et toute cette dynamique a permis aussi aux communes de mutualiser certains moyens, mais de manière horizontale. Je pense par exemple à la police municipale de certaines communes ou auprès de matériel. Donc je pense qu'effectivement, c'est un atout. Et ça nous permet aussi de considérer l'intercommunalité pour ce qu'elle doit être, c'est-à-dire une coopérative de moyens, d'ingénierie, parce que je pense que si une interco pense être une supra-commune, alors elle se trompera. Alors le citoyen, lui, je pense qu'il ne voit pour l'instant que le service qu'on lui rend. Donc que ce soit réalisé par la commune ou par l'intercommunalité, finalement, je trouve qu'il est assez loin de cette problématique-là. Et donc la mutualisation, il ne la voit pas, hormis sur le fait qu'effectivement, on ne lève pas l'impôt, par exemple, c'est ce qui a été le cas depuis 2008 sur Agen, parce qu'on a réduit nos dépenses, on a pu mutualiser les moyens et donc éviter de lever l'impôt. Ça, il le voit, mais c'est difficile, c'est un dossier un peu technique, et donc je ne suis pas convaincu qu'il ait cette vision-là. Par contre, effectivement,
on y répond peut-être de manière un peu plus efficace en étant mutualisé. Et ça, ce service-là rendu de manière plus pertinente, pour le coup, il le voit. Oui. Je pense qu'il faut revenir aussi à la base de ce qu'est l'intercommunalité, comme j'ai pu l'évoquer, c'est-à-dire une coopérative de moyens. On l'a vu notamment lors du dernier congrès de l'AMF, par une enquête qui a été menée auprès de l'ensemble des maires, où finalement on s'est rendu compte que les préoccupations des maires concernaient deux sujets, la relation avec l'État, et puis la relation de confiance avec leur intercommunalité. C'est un sujet qui a émergé, qu'on ne voyait pas venir. Et donc je pense que c'est d'abord la base, c'est-à-dire comment redonner confiance aux maires pour justement qu'ils soient vraiment patrons chez eux. Quand on voit par exemple que certains services techniques, voirie, eau, assainissement, éclairage public, interviennent sur le territoire d'une commune alors que le maire n'est pas informé, personnellement, ça me pose question. Aujourd'hui, la commune a la clause générale de compétences. C'est à elle d'impulser aussi, en lien avec l'intercommunalité, des transferts de compétences. Et donc, les imposer par la loi, ça peut être vécu, et c'est vécu aujourd'hui pour beaucoup de maires, comme quelque chose de plutôt négatif. On dépossède les communes au profit d'une intercommunalité qui paraît éloignée et sur laquelle finalement on ne peut agir ou difficilement. Et donc je pense que c'est d'abord cette relation de confiance qu'il faut tisser de nouveau avant peut-être éventuellement de transférer des compétences, mais de manière plus volontaire à ce moment-là.